Bonjour à tous, 13h sur Canal 3, bienvenue au journal. Dans l'actualité, on parle politique avec cette activité du parti Union Progressiste, responsable et élu de la coordination départementale du Plateau, était en formation à Ifanyi. C'est pour renforcer les capacités des conseillers pour un meilleur enracinement du parti dans cette ère géographique. Nous aurons les précisions de notre équipe de Porto Novo en ouverture de journal. Dimanche de vote au Niger. Le peuple a voté dans le calme pour élire son prochain président. Ils sont quelques 7,4 millions d'électeurs appelés aux urnes pour départager la trentaine de candidats en lice. Avec nos envoyés spéciaux à Niamey, nous reviendrons sur le déroulement du scrutin hier et les observations du commissariat chargé des affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. Et puis, c'est la période des fêtes. On évoquera les actions de personnes et d'organisations non gouvernementales envers les plus démunis. À Toviclin, à la veille Noël, l'opérateur économique et partenaire Ernest Médéwanou était en communion avec les populations. Il leur a offert des vivres. D'autres donateurs ont fait de même ailleurs, à Cotonou comme à Abomey-Calavi. Les images à suivre. Bienvenue dans le 13h. Eh bien, dans ce journal, c'est une activité de haute portée politique à l'Union progressiste. On forme les élus, conseillers et responsables politiques à beaucoup plus d'efficacité dans l'occupation du terrain, chacun dans son aire géographique. La coordination départementale du Plateau, avec à sa tête Antoine Kolaoli Iji et Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, y ont organisé une formation à l'intention des élus communaux des 5 communes du département. Emma Rodonou et Thibaut Kholoupe font ici le résumé des heures d'échange. Réunis ici à Kokomolou, dans la commune d'Ifanyi, les conseillers communaux et cadres politico-administratifs estampillés Union progressiste des 5 communes du département du Plateau. Ils y sont conviés pour bénéficier d'une formation visant à renforcer leurs capacités. L'enjeu ici étant qu'ils s'approprient véritablement les directives du parti pour un réel développement à la base. Nous espérons que cette rencontre, qui verra la contribution de hauts responsables du parti, servira à faire connaître les élus UP des 5 communes du département du Plateau entre eux, prendre des initiatives communes en vue de la concrétisation des ambitions de l'UP dans le département, partager des expériences de gestion communale et de fonctionnement du parti dans leurs communes respectives. Les profondes relations qui s'opèrent aujourd'hui nous interpellent et nous projettent dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face. L'Union progressiste est sortie largement victorieuse des dernières élections communales, mais l'élection des exécutifs communaux a donné lieu par endroits à des frustrations. Il y avait donc lieu, selon les responsables de la coordination départementale de l'Union progressiste, d'aplanir les divergences pour que leurs élus restent unis autour du développement de leur commune et travaillent à l'enracinement de l'Union progressiste dans le département du Plateau. À l'intérieur de chacune de nos communes, dans certaines communes, de façon plus brûlante que d'autres, il y a des problèmes. Et ces problèmes-là, nous devons pouvoir les examiner courageusement. Parce que si nous ne les examinons pas courageusement, les efforts dont vous a parlé le président Patrice Talon, quand ces efforts-là arriveront dans vos communes, ils seront annulés. Nous, qui sommes les différents responsables au niveau départemental, avons jugé nécessaire et utile de recentrer tous ces problèmes et de les décliner de façon à aborder de façon plus concrète ces problèmes qui ont été évoqués de façon générale. C'est à cela que nous vous invitons. Ayez l'esprit ouvert, ayez l'esprit dégagé de toute interprétation tendancieuse et ayez surtout la franchise qui nous permettra de mieux les aborder, de mieux en discuter et de sortir
encore plus ragaillardie, encore plus déterminée pour l'enracinement de notre parti au niveau de notre département. Les discussions qui s'en sont suivies ont duré plusieurs heures, au bout desquelles, selon les participants, les responsables de la coordination ont réussi à dissiper les incompréhensions, à remobiliser la troupe et à la mettre en ordre de bataille pour relever les défis du développement au niveau des communes. Et voilà, et au terme des échanges, les participants sont parvenus à un accord traduit dans une déclaration comme feuille de route. Le député Razak Abiosé, porte-parole pour l'occasion, nous en donne ici les grandes lignes. Suivons. À l'issue de fructueux et sincères échanges, les participants ont décidé de promouvoir et surtout de respecter dans leurs communes respectives les valeurs du progressisme. Accepter de partager et de respecter les valeurs de discipline de groupe en vue de réaliser la légitime vision de l'Union progressiste dans le département. Retenu de mutualiser les stratégies et bonnes pratiques relatives à la gestion de leurs communes respectives en vue d'impacter le quotidien des populations. Promis de consolider l'Union progressiste dans leurs communes respectives à travers la mise en place de toutes les structures statutaires et à l'animation du parti. Relever les principaux problèmes relatifs à la coopération entre les mairies et la tutelle, entre les mairies et le gouvernement. Apprécier les approches de solutions appropriées à la gestion des problèmes auxquels ils sont confrontés. Enfin, mandater les principaux leaders UP du département à connaître expressément les différents problèmes spécifiques à chaque commune et y apporter des solutions adéquates. Par ailleurs, les participants à cette rencontre se sont félicités pour l'initiative et surtout pour le sérieux qui a caractérisé le déroulement des travaux et la qualité des débats qui y sont menés. Ils se sont engagés à respecter et à mettre en application les directives des recommandations issues des travaux. Fait à Kokoumolo, le 26 décembre 2020, ont signé les participants. Hier, dimanche 27 décembre, était un jour de vote. Au Niger, ils étaient plus de 7 millions d'électeurs appelés aux urnes pour exprimer leur vote pour la présidentielle et les législatives. L'élection présidentielle marque la première transition démocratique entre deux présidents élus dans ce pays habitué aux coups d'État et aux attaques djihadistes. À Niamey, la capitale, le scrutin s'est déroulé dans le calme sous le regard des observateurs de la CEDEAO. Le point avec nos envoyés spéciaux Idrissou Boukari et Elvis Tounoukoua. La République du Niger s'apprête à vivre une nouvelle ère de son histoire. C'est pour la première fois depuis son indépendance le 3 août 1960 que le pays va connaître, au terme de ces élections, une passation de pouvoir entre deux présidents démocratiquement élus. Ils sont près de 7 500 000 électeurs appelés à départager 30 candidats pour le compte de l'élection présidentielle. Le jeu politique est suffisamment ouvert puisque le président sortant a décidé de ne pas se représenter pour un troisième mandat. Le vote se déroule sous les yeux des observateurs de la CEDEAO. Le chef de la mission et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité ont eux aussi visité quelques bureaux de vote de Niamey pour avoir leur propre idée des conditions de déroulement de ces élections. It's very impressive. We have visited two polling locations and Eh bien, comme vous l'avez dit, nous avons déjà visité effectivement deux lieux et nous avons été impressionnés par ce que nous avons vu. Tout était en place, les choses sont déroulées normalement. Notre espoir, c'est que ces élections se tiennent dans des conditions qui soient apaisées et qui soient conclues de résultats satisfaisants. Nous avons même constaté en certains endroits qu'il y avait notamment des personnes handicapées qui avaient également la possibilité de mener leur opération. Élections présidentielles couplées avec les législatives. 84 partis politiques sont en compétition avec 171 sièges à pourvoir. Les opérations de vote se déroulent sans incident, ce qui réconforte le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO qui se réjouit des dispositions prises par les autorités nigériennes pour faciliter le vote aux citoyens. interesting thing was that among the, Alors, parmi les membres des bureaux que nous avons visités, nous avons constaté qu'il y avait effectivement des femmes qui étaient présidentes de bureaux. Et ce sont elles qui donc mènent les opérations dans ces différents bureaux en tant que femmes. Et cela est heureux à constater. exercise to
affect this exercise of election. So I was still Je vais lancer un appel au voyant peuple du Niger pour que ces élections puissent se tenir dans la paix et que tout puisse se terminer avec satisfaction. seek and look forward to a very successful election. Le vote va durer 11 heures conformément au code électoral du Niger. Au cas où aucun candidat n'a réussi à avoir la majorité absolue, le rendez-vous sera pris pour le 20 février 2021 pour le second tour de l'élection présidentielle. Et vous venez de la voir à l'œuvre, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a mis en place un dispositif qui lui permet d'être en contact avec les observateurs déployés dans les bureaux de vote. Le chef de mission, le commissaire chargé des affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO ont visité la salle de situation pour apprécier le déroulement du scrutin. Reportage. Pendant que les observateurs sont sur le terrain pour suivre le déroulement des élections, l'équipe technique de la CEDEAO, elle, est mobilisée pour recevoir des informations en temps réel. Grâce à un dispositif mis en place au niveau du département du suivi des élections, les illégalités relevées par les observateurs dans les bureaux de vote sont systématiquement transmises à la salle de situation ouverte au quartier général de la mission d'observation à Niamey. Nous avons pris la disposition pour couvrir l'observation électorale sur la base de deux méthodes. La première, c'est des imprimés que nous remettons à nos observateurs qui vont sur le terrain, qui, sur la base des paramètres indiqués sur cette feuille d'observation, consacrent ce qu'ils ont vu sur le terrain. Ce qui nous permet d'apprécier si les logistiques ont été envoyées à temps, si les bureaux ont ouvert à temps, si l'urne est transparente, si l'urne était ouverte à l'ouverture des bureaux de vote, s'il y a la liste électorale, s'il y a des cartes d'électeurs non retirées par les électeurs qui peuvent les retirer sur place. Nous avons vu tout ça, l'encre indélébile, les PV, les bulletins de vote aussi bien pour l'élection législative que pour l'élection présidentielle. La deuxième méthode, c'est une innovation que nous avons apportée au niveau du département chargé du suivi des élections, une application informatique qui nous permet d'avoir à temps les informations en temps réel. Comme le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria, le Niger subit aussi depuis quelques années des attaques terroristes. Le principal défi de l'organisation de ces élections reste donc la sécurité. Et pour ce faire, le gouvernement a mobilisé 37 000 agents de sécurité dans les 8 régions du pays pour sécuriser aussi bien les électeurs que les candidats. Depuis la salle de situation de la mission de la CEDEAO, on constate avec satisfaction cette présence remarquable. Par rapport à la présence des agents de sécurité, nous pouvons vous indiquer que les agents de sécurité étaient à 90% présents dans les centres de vote. Les partis politiques étaient à 90,91% présents dans les bureaux de vote. L'accès aux bureaux de vote était facile, c'est à 100% sur la base des rapports que nous venons de recevoir. Après la sécurité, l'autre défi auquel fait face le Niger en cette période électorale est le défi sanitaire. Comme partout dans le monde, la pandémie de Covid-19 sévit dans le pays. Mais le constat fait par la mission d'observation électorale de la CEDEAO sur le terrain n'est pas bon. Les mesures barrières contre le mal ne sont pas respectées dans les bureaux de vote par les électeurs. Sur place, les émissaires de la CEDEAO ont dû tirer la sonnette d'alarme. Beaucoup d'électeurs venaient dans les bureaux de vote sans masque. Cela nous a préoccupés et tout de suite nous avons lancé une alerte à la CENI pour que les bureaux de vote soient pourvus de masques afin que chaque électeur puisse entrer dans le bureau de vote avec le masque. L'équipe technique de la mission de la CEDEAO suit donc de près et dans les moindres détails le déroulement des élections présidentielles et législatives depuis la salle de situation. Après le vote, le point des opérations de dépouillement sera également transmis par les observateurs et ce, en temps réel.
Et puis, dans l'actualité, la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, quel est son impact socio-économique dans le secteur couvert par l'UITA au Bénin? Les experts et cadres techniques de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes se sont retrouvés pour élucider la question à l'OCOSA pour ces 2 jours de travaux. Notre reporter Geoffroy Médecin. Après 48 heures de réflexion et d'échange, ici à l'OCOSA, dans le département du Mono, les portes de cet atelier de validation se referment. Mais avant, les participants ont eu à renchérir et valider les résultats d'une étude menée par 2 experts consultants sur l'impact socio-économique du coronavirus dans les secteurs couverts par l'UITA au Bénin. Évidemment, tout au début de 2020, personne n'avait estimé que 2020 allait nous réserver cette surprise-là, qu'on a appelée la Covid-19 et qui a littéralement modifié le monde. Et qui a littéralement, je dirais même fait progresser le monde dans une certaine mesure. Parce qu'il y a des choses auxquelles on n'était pas habitué, mais aujourd'hui on a oublié de faire avec, d'utiliser, je dirais, les technologies. Et ça, c'est de gagner, comme quelqu'un l'a dit, la dialectique, c'est que tout change, tout bouge, tout se transforme. Et je crois que la Covid aussi nous a amené à bouger, à nous transformer et à surtout voir la dimension positive de ce qui s'est passé avec cette pandémie-là. L'atelier a été organisé par le Comité national des syndicats du Bénin affiliés à l'UITA, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes. Les partenaires sociaux qui y ont pris part ont pu avoir une photocopie des effets de la COVID-19 sur les secteurs couverts par l'UITA. Il y a d'abord la baisse de la production, la baisse de la productivité au niveau des entreprises. Il y a plusieurs qui sont allés en chômage technique et sans oublier en réalité les conséquences psychologiques sur les employés dans leur foyer, dans la vie sociale, etc. La rencontre a permis d'outiller les participants en ce qui concerne les symptômes de ce mal, comment se prémunir contre et les réflexes à avoir quand on est un porteur sain ou pas. C'est comment nous comporter, toujours se déplacer avec les masques, se laver les mains avec du savon et utiliser aussi les gels alcoolisés dans le milieu de travail. Et nous remercions surtout l'UITA qui a organisé cet atelier à notre profit. Nous remercions aussi les organisateurs. Nous remercions aussi les experts consultants qui nous ont donné le document sur qui nous avons basé pour faire le travail. Cette rencontre qui s'achève sur des notes de satisfaction a bénéficié de l'appui technique et financier de la Fondation Friedrich Herbert. C'est une prise du commissariat d'arrondissement de Semepodji. Une importante quantité de chanvre indien, estimée à 1 tonne, saisie et les convoyeurs appréhendés. Ils sont 6 Béninois, 1 Nigérian et 1 Togolais. Le capitaine Saliou Bachabi, qui a dirigé l'opération, explique le mode opératoire. Il est interviewé par Emma Khodonou et Thibaut Kholoupé. À ma prise de service au commissariat de Semepodji, j'ai eu l'information que la commune de Semepodji est une plaque tournante des trafiquants de stupéfiants. Suite aux informations qui nous sont parvenues dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 décembre 2020, faisant état du déchargement d'une marchandise le long de la plage de Semeoukou. Suite à cette information, une équipe dirigée par mes soins est descendue sur le terrain. Suite à cette opération, 12 sacs contenant des emballages de chanvre indien ont été arrêtés.
et conduits au commissariat. 8 éléments ont été appréhendés et mis en garde à vue. Le compte rendu a été fait à Monsieur le procureur de la République, à la hiérarchie. Le lendemain, aux environs de 5 heures, une battue a été effectuée au 10 lieux. Suite à cette battue, nous avons retrouvé 4 sacs et demi contenant des emballages de chanvre indien. C'est la première fois dans la commune de Sémekbodji qu'on arraisonne jusqu'à environ 1 tonne de chanvre indien dans cette commune. Et voilà, et puis à Lotchodaro, c'est dans le Zou, eh bien, les habitants qui sont depuis des jours privés d'eau potable pleurent leur pompe. Elle a été volée, la pompe, par des personnes non encore identifiées. Vous verrez les images et vous entendrez le cri de cœur des personnes rencontrées par notre équipe de reportage conduite par Imetelena Moussou. Installée dans l'enceinte de l'école primaire, la pompe du village de Lotchodaro a disparu. L'ouvrage est à motricité humaine. Il a été réalisé il y a une dizaine d'années et a notamment été saccagé par des individus jusque-là non encore identifiés. Les indélicats, pendant leur acte incivique, ont endommagé la partie maçonnerie de l'installation, puis emporté l'essentiel de l'ouvrage. On a constaté le 23 novembre passé que les voleurs sont venus détruire toute la pompe. Ils ont enlevé la machine qui sert à amener l'eau du bas vers le haut. Ils ont enlevé également le pédale et ils sont partis vers 2 heures du matin comme ça. Et les bonnes dames étaient venues le matin, elles ont constaté que la pompe n'est plus à sa place. Ils ont laissé le raccord par terre. C'est vraiment dramatique. Les bonnes dames ne trouvent plus d'eau pour faire la cuisine, toilette, on est comme ça. Depuis ce 23-là, c'est doucement, on se lave. Coup dur pour les habitants bénéficiaires directs et ceux des villages environnants qui sont dorénavant sans eau. 300 hommes et femmes fréquentent au quotidien cette pompe installée au centre d'une population estimée à plus de 2000 personnes. L'ouvrage dessert en réalité, en plus du village de Lotchodaro, dans l'arrondissement de Ngbegame à Djidja, les villages Lotcho à Rouamé et Lotcho à Damé dans l'arrondissement de Passagon à Boïkon. Dans la zone, les installations de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, ainsi que les châteaux d'eau privés sont inexistants. Pour satisfaire aujourd'hui, et comme avant l'arrivée de cette pompe, les besoins en eau, les populations parcourent plusieurs dizaines de kilomètres. Le périple alourdit et rend pénible les journées de ces dernières. Les femmes là sont en train de pleurer. La population souffre vraiment, la population souffre énormément. Nous invitons les sociétés compétentes dans la matière à nous aider à réparer la pompe, sinon on ne boit plus. Le liquide vital est indispensable pour la cuisine, le bain, la lessive. Il sert de boisson et même dans les activités professionnelles diverses. La destruction de la pompe de Lotchodaro pose un sérieux problème de survie et d'hygiène. Les populations sont désormais exposées aux maladies. Vivement que les autorités à divers niveaux et les bonnes volontés aident les populations à rétablir l'ouvrage ou à multiplier les sources d'approvisionnement en eau. Et voilà ce que vivent les habitants de Lotchodaro. Nous sommes en pleine période des fêtes de fin d'année et dans ce journal, des images de joie des personnes bénéficiaires d'actes de générosité. À Toviclin, à la veille Noël, l'opérateur économique et député à l'Assemblée nationale Ernest Medewanou a communié avec des populations de sa région. Il leur a offert des vivres pour les fêtes, tout acte qu'elles ont apprécié avec beaucoup de ferveur. Geoffroy Médecin et Florent Dou. Ici, le Père Noël est spécialement habillé en blanc et a pour nom Ernest Medewanou. Et plus qu'un Père Noël, cet opérateur économique et député
a choisi cet après-midi du mercredi 23 décembre 2020 pour passer un moment convivial de fraternité avec ses frères et sœurs de sa cité natale, Taviklen. Dans sa gibecière, il leur a apporté de quoi passer cette période des deux fêtes de fin d'année en mangeant bien et à satiété. Depuis 16 ans, j'ai toujours manifesté de cette sorte pour atténuer un peu la souffrance des femmes. Ernest Medewanou n'est pas son premier geste de soutien et de solidarité à la commune de Taviklen. Son regard d'amour et sa présence aux côtés des ménages modestes est devenu, plus qu'une tradition, une manière de vivre. J'ai commencé avec 6 tonnes. Je suis allé à 10 tonnes. Aujourd'hui, je suis à 15 tonnes pour eux. Cette année, le don est composé de 560 sacs de riz, de 25 kg à répartir à tous les habitants de la commune, arrondissement par arrondissement, plus une grosse enveloppe financière de 1 million de francs CFA. Comment faire pour occuper toutes les populations de la localité de Taviklen à avoir un emploi? Comment y penser pour que nous réalisons pour chaque fille de Taviklen une occupation professionnelle, pour que nous ne soyons pas obligés de quitter notre localité pour ailleurs avant de subvenir à nos besoins. Je vais parler de l'exode rural. Je renouvelle encore ce vœu à l'endroit de mes frères qui ont étudié cette question de développement, de penser à ce que nous devons créer comme activité pour occuper les nôtres. Je vous en prie, c'est possible. Tout en formulant ses vœux pour la nouvelle année, le député soutenu durant la cérémonie de remise par 2 de ses collègues a lancé quelques messages à la jeunesse et aux cadres. Aux jeunes de Taviklen, il leur a demandé de ne pas se tromper de chemin en pensant que faire de la politique est source de richesse. Nous devons tous nous intéresser à la chose politique. Nous devons nous intéresser à la chose politique parce que nous devons comprendre comment notre cité est gérée. C'est tout l'intérêt que nous avons à faire la politique. Taviklen est une commune située dans le département du Koufo, au sud-ouest du Bénin. Lors du recensement de 2011, la commune comptait 88 611 habitants. Elle est subdivisée en 7 arrondissements, 47 villages et 10 quartiers de ville. Et voilà, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin a aussi marqué la période de fête par l'organisation d'un moment de réjouissance au profit des enfants, des militants de cette centrale syndicale. Hier dimanche, à la Bourse du Travail à Cotonou, le Père Noël a fait son apparition. On va le voir avec Assiomo Kanyassiomo et Jocelyn Barriga. Dans sa randonnée annuelle à travers le monde, Père Noël a marqué un arrêt à la Bourse du Travail à Cotonou. Il est venu les bras chargés en compagnie de son frère jumeau, vu pour la première fois distribuer des cadeaux aux enfants du personnel de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. À l'occasion, tous les enfants étaient en uniforme pour la fête. Chers enfants, beaux et lumineux que vous êtes tous avec l'uniforme, nous le devons aux parrains et à la marraine de Noël 2020. Je souhaite à tous joyeux Noël et que la fête soit belle. Nous avons décidé de continuer de fêter Noël sans discrimination. C'est pourquoi nous avons continué dans les pas des anciens parrains et marraines pour retenir un uniforme pour que tout le monde soit aux couleurs de cet uniforme. Cette année encore, l'effectif des enfants bénéficiaires a augmenté. De 110 enfants en 2019, il est passé à plus de 150. Et le comité d'organisation n'a pas lésiné sur les moyens pour rendre heureux les enfants. Une fête qui, à en croire le secrétaire général de l'UNSTB, a des objectifs spécifiques. Nous devons trouver à travers cette fête la mise en œuvre de l'une des fonctions du syndicat, la fonction sociale, qui veut que le syndicat s'intéresse à ses militants sur le plan social. En se retrouvant ici ce matin, ils ont compris que tout au moins, il y a une maison pour les travailleurs. Il y a une maison où les défenseurs des travailleurs
se retrouvent pour réfléchir. La fête s'est poursuivie autour de plats servis à ses enfants. Les heureux du jour se sont vus promettre l'organisation annuelle de la célébration. Occasion pour le secrétaire général Apollinaire Afewe de s'engager à rendre l'UNSTB plus grande encore. Les drapeaux de l'UNSTB que vous avez en main veulent toujours dire que l'étendard de l'UNSTB sera toujours haut et très haut. Et nous travaillerons toujours à ce que l'UNSTB soit la mère des confédérations, soit celle qui donne l'exemple à suivre aux autres, soit celle que les autres copient pour pouvoir bien faire, parce que en termes d'expérience et d'expertise, nous en sommes à la 46e année. L'opportunité était aussi offerte aux enfants de montrer leur talent. Et pour rendre plus agréable encore la partie, l'artiste chanteur Sweet Glory a été invité pour faire danser toute la salle pendant que Papa Noël se retirait pour honorer d'autres rendez-vous. Et dans la commune d'Abomey-Calavi, Noël a également été célébré. C'est une mère qui s'est présentée au nouveau-né de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, Pélagie la Vibreuse, artiste chanteuse, et sa maison de production Eslaora Production sont allés remettre des kits pour enfants et du matériel médical aux responsables du centre de santé. Teddy Goudalo a signé ce reportage présenté par Assimo Kanyasio. Eslaora Production et son artiste attitré Pélagie la Vibreuse font parler leur cœur de générosité au profit des nouveau-nés. Le 25 décembre 2020, à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, ils sont allés soulager les peines des mères en situation difficile en cette période de fête en leur apportant de quoi assurer les besoins immédiats de ces petits-enfants. Toutes nos gratitudes à l'artiste et sa maison de production. Soyez bénis davantage. J'ai vu tout ce qu'elle nous a offert avec sa maison de production. Ce qu'elle a donné. Elle peut croire que c'est petit, mais c'est beaucoup. Ça doit sauver des vies. Tout ça, c'est des effets qui sont très très utiles à la maternité. Peut-être que dès demain, on va commencer par utiliser ces effets. En plus de cet acte, bien de familles, dans le souci de paiement des frais d'accouchement, ont pu rejoindre leurs maisons respectives grâce à Pélagie la Vibreuse à travers Eslaora Production. Ils ont bel et bien envie de rentrer. C'était l'idée de les aider à retrouver leur maison conjugale et de fêter Noël dans la joie de vivre. Ce qu'on s'est fait là, rien n'empêche personne de laisser exprimer son cœur. Des outils médicaux sont également allés à l'endroit du personnel du centre de santé. Une manière pour Alain Vigan et son artiste d'accompagner le gouvernement dans son élan d'action sociale. Cette année, c'est une année exceptionnelle, vu les réalités, les nécessités, ce que vous savez déjà, Covid-19. Sinon, d'habitude, on le faisait et on finissait avec un concert en apothéose. Nous sommes venus avec ces quelques matériaux que vous constatez, les matériaux du travail, les tambours, tensiomètres électriques, les plateaux avec le couvercle et avec des vivres et de quoi faire ou de quoi donner de la joie au cœur des mamans et de ces nouveau-nés. Ce geste de générosité a lieu depuis près de 10 ans. Pélagie la Vibreuse et Eslaora Production ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, car apporter la joie au cœur des êtres vulnérables constitue leur priorité. On va rester avec Assiomo Kanyi, Assiomo et là, nous allons refermer notre journal avec la culture. Ils sont en plein préparatif du carnaval international de Ouida. Il va se tenir en décembre 2021 pour faire découvrir les merveilles de cette ville historique aux Béninois, aux étrangers et aux touristes. De ce grand projet, on vous propose de suivre dans ce reportage l'activité qui se mène déjà sur le terrain. Il s'agit d'un vernissage, œuvre de l'artiste Pascal Kodjoavoukou.
Ouida voyage à travers le vernissage de l'artiste Pascal Kodjo Avokpo. Et comme les résidents de la cité historique, les touristes et les visiteurs découvrent aussi les œuvres de cet artiste peintre dont les inspirations sont nombreuses. Des couleurs, des portraits, des paysages, tout un art qui montre les qualités de l'homme. Vous êtes ici, vous rentrez dans les œuvres, vous rentrez dans les couleurs, vous rentrez dedans correctement. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous sentez? C'est un peu spirituel. Vous rentrez dans les œuvres et vous cherchez à comprendre. Inutile de demander ça là c'est quoi, ça là c'est quoi. Non. Rentrez dans les œuvres, rentrez dans les couleurs. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous rentrez dedans? C'est tout. Pascal Kodjo Avokpo laisse le visiteur découvrir de lui-même les messages que véhiculent ces tableaux. Il l'invite à un effort personnel de compréhension. Les visiteurs donnent leurs appréciations du vernissage. Pour la mairie, c'est important que des manifestations de ce genre se multiplient dans la ville. Parce que nous ambitionnons d'être une destination touristique de premier choix. D'accord, en dehors des sites patrimoniaux historiques que le touriste va venir regarder, il faut qu'il y ait une offre en matière de production d'art, en matière d'animation culturelle. Et donc, c'est une grande chose qui se passe à Ouida maintenant. Et comme ça va continuer, je ne suis pas de ces gens-là, mais je les écoute beaucoup. Il paraît que nous sommes à l'ère du verseau et qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements. Voici un beau bouleversement très positif qui se passe à Ouida et pour Ouida. C'est aujourd'hui que je vois ce qu'il fait et qui il est. Monsieur Avokpo, que j'ai vu dans son atelier, est très grand, immensément grand par rapport à monsieur Avokpo que je vois aujourd'hui. Pour le directeur artistique de l'exposition d'art, Wilfried Hundje, c'est beaucoup de choses à découvrir. Voyage parce qu'on peut être sur place et voyager. Voyager aussi, c'est de s'embarquer dans un train ou dans un vol. Aujourd'hui, nous avons demandé aux gens de venir voyager dans le milieu artistique, de venir voyager dans ce décor inhabituel de ce lieu d'histoire qui est le fort français de Ouida. Voyager tout simplement parce que nous sommes en train de présenter actuellement le projet Carnaval international de Ouida. Le présent vernissage est, selon le directeur artistique, une autre composante du projet Carnaval international de Ouida. L'exposition qui a commencé le 23 décembre prendra fin le 17 janvier 2021. Le temps pour les passionnés d'aller savourer du beau, du rêve, du réalisme et de l'abstrait. Et voilà, c'était du beau et nous étions en plein dans le beau. C'était le 13h chez vous. Merci de nous avoir suivis. Ce soir à 19h30, vous aurez Ulrike Guegaba pour la grande édition sur Canal 3 Bénin et Canal 3 Télévision.com. Passez un très bel après-midi et bonne suite de journée.